Depuis plus d'un siècle, une salle située derrière un temple égyptien est envahie par les eaux. À l'intérieur, 10 piliers de granit émergent de cette eau, certains blocs pesant près de 100 tonnes. Aucun mortier ne les retient ensemble, absolument aucun. Les joints sont taillés avec une précision telle qu'aucune lame ne peut s'y glisser. Les entrées s'élèvent à plus de 3,60 mètres de hauteur, bien trop hautes pour quiconque aurait pu y habiter. Quelqu'un a construit tout cela avant même que l'Égypte ne se donne un nom. Et quels que soient ses bâtisseurs, rien dans cette salle ne prouve qu'ils étaient humains. Un terrain sur lequel, disait-on, on ne devrait pas construire. L'Égypte compte des milliers de ruines antiques, temples, tombeaux, pyramides, toutes expliquées, toutes datées, toutes comprises. Mais dissimulée derrière l'un des plus grands temples égyptiens, se trouve une salle qui contredit toutes les règles connues. On l'appelle l'Osiréon. Et depuis plus d'un siècle, personne n'a réussi à expliquer comment elle fut érigée, ni par qui véritablement. Pour comprendre pourquoi cette salle pose autant de problèmes, il faut d'abord savoir où elle se cache. Abydos est installé sur la rive occidentale du Nil, dans le sud de l'Égypte, à environ 300 kilomètres au sud du Caire. Pendant 3000 ans, cet endroit fut la terre la plus sacrée du pays. C'est là qu'un pharaon du nom de Séti Ier fit bâtir l'un des temples les plus remarquables de toute l'histoire égyptienne, recouvert de la base au sommet de sculptures minutieuses et abritant une célèbre liste de rois égyptiens gravée dans la pierre brute. Mais avancé simplement d'environ 8 mètres derrière ce temple et le sol s'abaisse. Niché dans ce creux se trouve l'Ossi-Rayon. Voici ce qui devrait immédiatement vous interpeller. Les bâtisseurs de Séti n'ont pas construit par-dessus, ils ont construit autour. L'arrière de son temple se courbe, se rétrécit, se détourne, comme si quelque chose se trouvait déjà là que personne n'avait le droit de toucher. La plupart des chercheurs s'accordent aujourd'hui sur une seule explication. L'Osirion était déjà là bien avant l'arrivée de Séti Ier. Ce sol avait donc suffisamment d'importance pour qu'un pharaon construise son temple autour plutôt qu'à travers. Parce que les Égyptiens croyaient que cet endroit précis abritait le corps d'Osiris, leur dieu des morts. La légende racontait que son corps avait été démembré et dispersé aux 4 coins du pays, et ses restes les plus sacrés reposaient, ici même. Ce n'était pas une histoire racontée pour divertir, c'était le cœur de la religion égyptienne. Seuls les prêtres admis par une initiation secrète pouvaient s'en approcher. Tout le monde else devait rester à distance, et ce sol ne renfermait pas uniquement des mythes. Il gardait en son sein de véritables corps, disparus pour de véritables raisons. À moins de 3 kilomètres du temple de Séti, des archéologues ont mis au jour la tombe d'un roi ancien nommé Djer, entouré de 318 sépultures distinctes. 269 autres tombes encerclent la zone alentour. La plupart des personnes qui y étaient enterrées étaient de jeunes femmes, probablement issues de sa propre demeure. Et voici le détail qui rend la chose impossible à ignorer. Chacune de ces tombes partage le même toit. Cela signifie que toutes les personnes qui s'y trouvent ont perdu la vie le même jour. Enterrés ensemble au moment précis où leur roi fut mis en terre. Des centaines de personnes disparues en une seule fois, envoyées pour l'accompagner dans ce qui venait après. C'est le sol sur lequel l'Osirion fut construit, un sol déjà imprégné de morts bien avant que Séti n'apparaisse. Et en 1902, lorsque des archéologues creusèrent enfin dans les terres basses derrière son temple, ce qu'ils découvrirent ne semblait pas seulement ancien, cela semblait étrange, ce qu'ils trouvèrent dans l'eau. En 1902, une équipe d'archéologues commença à fouiller derrière le temple de Séti. La fouille était dirigée par Édouard Naville, travaillant pour le Fonds d'exploration de l'Égypte. À ses côtés se trouvait Margaret Murray, une chercheuse rigoureuse et méthodique, œuvrant sous la direction du célèbre archéologue Flinders Petrie. Aucun d'eux n'avait la moindre idée de ce qu'ils étaient sur le point de découvrir. Un couloir de pierre s'étendait sur 69 mètres, plongeant tout droit dans les profondeurs de la terre. Il les éloignait des murs colorés et lumineux du temple de Sédi pour les conduire vers une obscurité totale. Plus ils avançaient, plus l'eau recouvrait le sol sous leurs pas. Lorsqu'ils atteignirent le fond, ils ne marchaient plus vraiment. Ils progressaient en attendant le pire. Ce n'était pas une fouille ordinaire. C'était une avancée lente et difficile à travers une eau montante, vers une salle murée et oubliée depuis des millénaires. Et puis leurs torches l'éclairèrent enfin. 10 piliers massifs, taillés dans du granit rouge solide, surgissaient de l'eau en 2 rangées parfaitement alignées, soutenant d'énormes blocs de pierre au-dessus de leur tête. Certains de ces blocs pesaient près de 100 tonnes. C'est à peu près le poids de 15 éléphants adultes, maintenus en l'air par rien d'autre que de la pierre posée sur de la pierre.
Pour mieux saisir l'ampleur de la chose, les plus grands blocs de la chambre la plus célèbre de la Grande Pyramide pèsent entre 50 et 80 tonnes. Ce que Navle et Murray contemplaient était plus lourd que tout ce qu'on avait jamais découvert à l'intérieur du monument le plus légendaire d'Égypte. Mais le poids n'était même pas l'élément le plus troublant. Ces blocs étaient assemblés sans aucun mortier. Pas de colle, pas de remplissage, rien pour les maintenir ensemble, si ce n'est la précision de leur taille. Et cette taille était si rigoureuse qu'une lame de couteau n'aurait pu s'y glisser, pas même aux angles, pas même après des millénaires passés sous l'eau. Les surfaces étaient lisses et polies, manifestement façonnées avec un vrai savoir-faire et une grande patience, sans aucune précipitation. Cette structure n'avait pas été érigée à la hâte. Elle avait été bâtie par quelqu'un qui voulait qu'elle survive bien après sa propre disparition, et voilà pourquoi ce détail pesait si lourd pour Navle et Murray à cet instant précis. Rien de tout cela ne correspondait à ce que devait être une construction de la 19e dynastie. Le temple de Saïdi, situé à quelques pas de là, était recouvert de la tête aux pieds de peintures et de sculptures. Exactement ce à quoi on s'attendrait pour cette époque. Cet espace, lui, n'avait rien de tout cela. Pas de couleur, pas de décoration, rien que de la pierre froide et silencieuse, assemblée avec une précision qui semblait totalement déplacée pour son temps, et c'est précisément ce décalage qui les a le plus troublés. Les fouilles elles-mêmes étaient épuisantes, l'eau souterraine ne cessait de monter autour de leurs bottes, parfois plus vite qu'ils ne pouvaient que l'évacuer. De larges portions de la structure inférieure restaient entièrement submergées, quels que soient leurs efforts. Chaque pas en avant signifiait davantage de boue, davantage de froid, davantage de pierres qu'ils ne pouvaient ni voir ni étudier correctement, dissimulées juste sous la surface. Lorsqu'ils remontèrent enfin, une question les accompagna hors de cette chambre et ne les quitta plus jamais. Si cette construction ne ressemblait en rien à ce qui avait été bâti à l'époque de Sédi, alors qui l'avait véritablement érigée? Et depuis combien de temps était-elle là, silencieuse et inondée, avant même que le règne de Sadi ne commence? Cette question s'avéra bien plus difficile à résoudre que quiconque ne l'avait anticipée, car dès lors qu'on examine de près la manière dont ce granit a été taillé et posé, la réalité est à la fois simple et dérangeante, une pierre qui ne devrait pas être possible. Le granit utilisé pour construire cette structure ne provenait d'aucun endroit proche de Byblos. Il avait été extrait de carrières situées à Assouan, à environ 250 km de là, puis transporté sur toute cette distance jusqu'à cet emplacement précis, des blocs pouvant peser jusqu'à 100 tonnes, déplacés sur 250 km par des méthodes que les archives historiques de cette période n'expliquent pas clairement. Ce n'est pas une spéculation, c'est un véritable problème sans réponse, posé au cœur même de l'archéologie égyptienne, et plus on s'en approche, plus cela devient étrange. La question de savoir comment les anciens Égyptiens parvenaient à tailler le granit avec une telle précision déconcerte les spécialistes depuis 1883, année où le célèbre archéologue Flender Petrie l'a soulevé publiquement pour la première fois. Ce n'est pas un mystère inventé pour alimenter les vidéos sur Internet, c'est une lacune réelle et documentée dans notre compréhension, qui existe depuis bien plus d'un siècle. Voici les preuves matérielles qui maintiennent cette question bien vivante. À l'intérieur des anciennes carrières de granit égyptiennes, les archéologues ont mis au jour des trous de forage d'une circularité quasi parfaite. Aucun éclat, aucun bord irrégulier, aucune trace d'un geste hésitant. Ce type de résultat propre et lisse n'est généralement possible qu'avec un forage maîtrisé et stable. Pourtant, les outils supposément disponibles à cette époque étaient de simples instruments en cuivre et en pierre, des outils qui n'auraient normalement pas dû être assez résistants pour entailler le granit avec cette netteté. L'explication la plus couramment avancée par les experts du courant dominant est que les ouvriers de l'Antiquité utilisaient une combinaison d'outils en cuivre, de sable comme abrasif, et d'une quantité considérable de travail patient et répété sur de longues périodes. C'est possible. Mais même aujourd'hui, les expériences modernes n'ont jamais réussi à reproduire entièrement des ouvrages en pierre de cette envergure et de cette précision en n'utilisant que ces seules méthodes. En raison de cette lacune persistante, un groupe plus restreint de chercheurs, parmi lesquels l'ingénieur et auteur Christopher Dunn, a avancé une idée bien plus dérangeante. Ils soutiennent que certains des ouvrages en pierre, les plus précisément taillés d'Égypte, ne correspondent pas aux capacités des outils de cette époque et pourraient appartenir à une tradition plus ancienne et plus avancée que l'histoire aurait entièrement perdue. Cette théorie se situe en dehors du courant dominant.
Elle n'est pas un fait accepté, mais elle existe et mérite d'être entendue, car personne n'a jusqu'à présent réussi à la réfuter entièrement. Il y a aussi un coup plus sombre dissimulé derrière même l'explication officielle. Si des êtres humains ordinaires ont réellement déplacé des blocs de 100 tonnes sur 250 mètres à l'aide de cordes, de traîneaux en bois et du transport fluvial, un tel effort aurait exigé un nombre considérable de travailleurs poussés jusqu'aux limites de leur capacité physique. Il n'est pas difficile d'imaginer que certains d'entre eux n'ont jamais vu la fin de ce voyage. Cela fait écho à quelque chose que nous avons déjà découvert plus tôt, une civilisation à Abydos qui était déjà prête à inhumer des centaines de personnes aux côtés de son roi, que la vérité réside dans un labeur humain patient, dans une méthode oubliée que l'histoire n'a pas retenue, ou dans toute autre chose encore, un fait demeure planté au cœur de tout cela. Cette pierre n'aurait pas dû pouvoir être taillée avec une telle précision, à l'aide des outils dont on nous dit qu'ils étaient disponibles à l'époque. Mais la pierre n'est pas la seule chose qui ne s'explique pas facilement ici, car lorsqu'on dépasse le granit et qu'on commence à lire ce qui est réellement gravé sur ses parois, un problème encore plus troublant apparaît. Un problème sur lequel le nom de Seth lui-même est inscrit. Les signatures gravées dans les murs de cette structure sont les noms de Si et de son successeur, Marima. Leurs symboles royaux, appelés cartes, constituent la seule preuve écrite directe reliant cette structure à la période de Sadi. Pendant des années, cela a été considéré comme une preuve solide. Mais lorsqu'on étudie réellement la façon dont ces gravures ont été réalisées, l'histoire s'effondre rapidement. Voilà le problème. Dans l'Égypte ancienne, lorsqu'un roi faisait bâtir quelque chose, les inscriptions étaient intégrées à la conception dès le début. Les parois étaient soigneusement façonnées et lissées précisément pour accueillir des textes détaillés. Chaque temple à travers l'Égypte suivait ce schéma, mais les gravures présentes ici sont différentes. Elles ont été taillées dans des surfaces qui n'avaient jamais été préparées pour les recevoir. Aucune planification, aucune conception autour du texte. Cela ressemble moins à une inscription prévue qu'à quelque chose ajouté après coup, presque comme des graffitis gravés sur un bâtiment qui existait déjà bien avant. Il y a un autre détail qu'on ne peut guère ignorer. Chaque fois qu'un pharaon égyptien érigeait un monument en l'honneur des dieux, il y inscrivait presque toujours une formule précise, quelque chose de proche d'eux. Il a réalisé ceci comme son monument pour son père, Osiris. Cette phrase revient sans cesse dans les temples égyptiens. Ici, elle est totalement absente, non pas effacée par le temps, non pas abîmée, simplement jamais gravée. Même l'entrée pose question. Le passage qui mène à cette structure se trouve en dehors de l'enceinte du propre complexe de Sédi. Si Sédi avait vraiment construit cet espace dans le cadre de son monument personnel, on s'attendrait à ce que l'entrée se trouve bien à l'intérieur de ces terres sacrées, et non à l'extérieur. En 1933, un chercheur nommé Henry Frankfort proposa une explication censée tout résoudre. Il soutint que Saïdi avait délibérément conçu cette structure pour paraître ancienne, comme un hommage symbolique rendu à Osiris. Cette théorie, connue sous le nom d'arisme, devint la réponse acceptée pendant près d'un siècle. Mais voici la faille dans ce raisonnement qu'on n'aborde jamais vraiment. Si les bâtisseurs de Sédi étaient capables d'élever quelque chose d'une telle envergure, avec un tel niveau de précision, pourquoi rien de semblable n'existe-t-il nulle part ailleurs dans toute l'histoire du Nouvel Empire, ni avant, ni après, utilisé exactement une fois, puis abandonné pour toujours, sans jamais y revenir? Il reste encore une partie de cette histoire qui mérite qu'on s'y attarde. Margaret Murray, la même chercheuse rigoureuse qui explora ce site en 1902, consacra toute sa vie à l'étudier directement. Elle vécut jusqu'à l'âge de 100 ans, demeurant active dans son domaine bien au-delà de ses 90 ans. Sa conclusion initiale, fondée sur une observation de première main, était sans ambiguïté. Elle ne croyait pas que Saïdi avait bâti cette structure. Pourtant, une génération plus tard, ses conclusions furent discrètement mises de côté. Ce n'est pas parce que de nouvelles preuves l'ont contredite, mais plutôt parce qu'une explication différente, bien plus commode, a fini par s'imposer. Si Sédi n'a pas érigé cette structure, la question suivante devient impossible à esquiver. Alors, qui l'a fait? Et la réponse la plus proche ne se trouve nulle part aux alentours d'Abydos. Elle se dresse à plus de 300 kilomètres au nord, à Gizeh, à l'intérieur d'un édifice que l'égyptologie peine tout autant à expliquer, le jumeau de Gizeh. À Gizeh, juste à côté du Grand Sphinx, se trouve une construction connue sous le nom de Temple de la Vallée. Il aurait été bâti pour un pharaon nommé Khafré,
plus de 1200 ans avant que Sédi ne règne sur l'Égypte. Et pourtant, lorsqu'on le compare côte à côte avec la structure située derrière le temple de Sédi, les ressemblances sautent aux yeux de manière troublante. Les deux sont construits à partir de blocs de pierre massifs. Les deux sont assemblés sans la moindre trace de mortier. Les deux partagent exactement le même style dépouillé et non décoré, radicalement différent de l'architecture richement ornée caractéristique de leurs époques supposées. Deux structures séparées par plus d'un millénaire et des centaines de kilomètres, érigées selon des méthodes quasi identiques. Et cela ne s'arrête pas là. Les murs de pierre qui entourent le grand sphinx lui-même présentent le même style de construction. On ne parle plus de deux structures similaires. On en compte désormais trois, réparties sur des sites distincts et des siècles différents, toutes portant les marques d'une même tradition bâtisseuse inexpliquée. En 1992, un géologue du nom de Robert Shaw a présenté ses conclusions à la Société géologique d'Amérique, ébranlant les fondements de l'histoire égyptienne officielle. Il a mis en évidence de profonds sillons d'érosion verticaux gravés dans les parois entourant le sphinx, des marques qui ressemblent étroitement aux dégâts causés par des pluies abondantes sur une très longue période. Le problème est simple. L'Égypte n'a plus connu de précipitations de cette ampleur depuis une époque appelée la période humide africaine, qui s'est achevée il y a environ 5000 ans. Si Choc a raison, le sphinx lui-même pourrait être bien plus ancien que ce que l'histoire officielle affirme. Ce n'était pas une position facile à défendre. Les chercheurs qui soutiennent publiquement cette théorie ont subi de véritables représailles professionnelles dans le domaine de l'égyptologie. Des carrières et des réputations ont été fragilisées simplement pour avoir énoncé ce que les preuves physiques semblaient leur révéler. Choc n'était pas seul à pousser ces questions plus loin. L'ingénieur Robert Bauval s'est concentré sur la façon dont les monuments égyptiens anciens pourraient s'aligner avec des configurations stellaires précises dans le ciel. L'auteur Graham Hancock a ensuite porté ses théories à des millions de lecteurs à travers le monde, en soutenant que toutes ces structures pourraient appartenir à une tradition commune plus ancienne, une tradition que l'histoire officielle n'a jamais pleinement acceptée. Il faut être honnête, l'égyptologie traditionnelle a vigoureusement rejeté ces idées. Mais voilà le vrai problème qui se cache derrière ce rejet. La théorie originale expliquant la structure de Séti, celle que Francfort avait proposée en 1933, est répétée depuis près d'un siècle. Elle n'a jamais vraiment été réexaminée à l'aide des outils modernes et des données contemporaines. Elle a simplement été acceptée et transmise sans jamais être remise en question. En rassemblant tous ces éléments, un schéma clair commence à se dessiner. Trois structures distinctes, situées en des endroits différents, supposément construites à plus de 1000 ans d'intervalle, et pourtant bâties selon la même technique rare et avancée, absente partout ailleurs dans l'histoire égyptienne. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la marque d'un héritage commun, quelque chose de plus ancien, quelque chose que les générations suivantes ont reçu sans vraiment le comprendre, et qu'elles ont finalement perdu à jamais. Ce schéma partagé soulève une dernière question troublante. Car si l'on entre réellement dans ces chambres et qu'on les mesure par rapport au corps humain ordinaire, elles ne semblent pas seulement anciennes, elles ne semblent pas avoir été conçues pour nous. À l'intérieur de cette structure, les hauteurs de passage dépassent les 3,6 mètres. Ce chiffre peut sembler anodin, pris isolément, mais placez-le à côté d'une ouverture ordinaire, et la différence devient impossible à ignorer. La grande majorité des portes que l'on trouve dans les temples égyptiens de cette époque sont clairement conçues pour un corps humain de taille normale. Celles-ci s'élèvent bien au-delà, plus du double de ce dont une personne a réellement besoin pour passer confortablement, et ce n'est pas limité à une seule ouverture. Les couloirs qui traversent l'ensemble de cet édifice sont plus larges que ce qu'exige une circulation normale. Les plafonds montent bien plus haut que toute utilisation pratique ne le justifie. Les piliers s'élancent vers le haut, à une échelle qui dépasse tout ce qui a été construit en Égypte à cette période. Il y a ici une question légitime qui mérite d'être posée. Les temples égyptiens étaient souvent érigés à une échelle grandiose et symbolique, destinée à représenter la puissance et la gloire des dieux plutôt que le confort humain. C'est vrai, et cela doit être dit clairement. Mais c'est là que cette explication commence à montrer ses limites. Ce type de démesure symbolique s'appliquait généralement aux parties extérieures et publiques d'un temple, celles conçues pour impressionner les visiteurs et les fidèles, les espaces intérieurs de travail, les zones réservées à l'usage quotidien des prêtres, restaient quant à eux aux proportions humaines habituelles. Ce schéma se vérifie presque partout dans l'architecture religieuse égyptienne. Or, cette structure rompt totalement avec ce modèle.
Même ces passages intérieurs, ces parties qui n'étaient jamais destinées à être vues du public, demeurent surdimensionnées. Ce n'est pas de la décoration, ce n'est pas du symbolisme destiné à épater des visiteurs. C'est une cohérence et une échelle qui ne trouvent leur sens que si cet espace n'a jamais été pensé autour des proportions humaines dès l'origine. Et voilà un détail qui vient encore alourdir ce malaise. Bien qu'il soit présenté comme un monument funéraire dédié à un dieu de la mort, aucun reste humain n'a jamais été retrouvé à l'intérieur de cette construction. Ni corps, ni sépulture, rien qui confirme physiquement pour qui ou pourquoi cet espace a réellement été bâti. On se retrouve donc face à une structure qui n'a manifestement jamais été conçue pour accueillir des êtres humains dans un confort ordinaire, et qui pourtant ne porte aucune trace de ceux pour lesquels elle aurait supposément été érigée. Si cet espace n'était pas dimensionné pour un pharaon de la 19e dynastie, ni pour de simples visiteurs humains, la seule question honnête qui subsiste est à la fois simple et troublante. Pour qui ou pourquoi cet espace a-t-il véritablement été construit? Personne n'a jamais apporté de réponse satisfaisante à cette interrogation. Et cette question repose tranquillement dans cette pierre, depuis bien plus d'une centaine d'années. Chaque année qui passe la rend un peu plus difficile à résoudre, car ce qui travaille contre tous ceux qui cherchent à percer ce mystère, ce n'est pas le temps lui-même, c'est l'eau. Le mystère s'efface peu à peu. Au 1er siècle avant notre ère, un écrivain grec nommé Strabon voyagea à travers l'Égypte et décrivit une construction à Abydos qui correspond étroitement à celle qui se trouve derrière le temple de Séti. Voici le détail qui bouleverse entièrement cette chronologie. Strabon écrivait plus de 1000 ans après la fin du règne de Séti, et dans ses écrits, il n'attribua pas une seule fois la construction à Séti, il la décrivit au contraire comme un monument qui était déjà ancien lorsqu'il posa les yeux dessus. Réfléchissez à ce que cela signifie concrètement. Des voyageurs grecs de l'Antiquité qualifièrent déjà cette structure de vieille, mystérieuse et inexpliquée, plus de 1000 ans avant que les archéologues modernes ne s'en approchent. Ce mystère a désormais survécu à 2 civilisations entières et à toute la curiosité qu'elle portait en elle. Et l'énigme demeure entière aujourd'hui, sans que rien n'ait avancé. Les niveaux inférieurs de cette construction se trouvent désormais sous la nappe phréatique, et la situation hydrique n'a fait qu'empirer avec le temps. Depuis l'achèvement du grand barrage d'Aswan, les eaux souterraines de toute cette région ont considérablement monté, introduisant encore davantage d'eau dans un espace qui était déjà partiellement inondé. Il y a là une ironie amère et douloureuse qui se trouve au cœur même de ce mystère. Un grand projet d'ingénierie moderne, conçu pour maîtriser et réguler le Nil, pourrait bien être en train de noyer lentement les preuves mêmes qui permettraient enfin de comprendre une énigme technique ancienne qui lui est bien antérieure. Des analyses récentes ont ajouté une dimension encore plus troublante à cette histoire. L'eau qui remplit aujourd'hui cette structure n'est pas une simple eau souterraine ordinaire. Il semblerait qu'il s'agisse d'un mélange contenant de l'eau nilotique ancienne, datant d'avant la construction du barrage, qui remonte par des voies que les spécialistes ne comprennent toujours pas complètement, même à ce jour. Cela pose un problème pratique particulièrement difficile pour quiconque tente de percer ce mystère aujourd'hui. Les chercheurs qui essaient d'explorer les niveaux inférieurs de cette construction doivent travailler à travers une eau trouble, qui dissimule les surfaces et empêche tout examen approfondi. Les preuves mêmes qui pourraient enfin répondre à ces questions disparaissent année après année, tandis que le débat autour d'elles reste totalement sans conclusion. Voilà donc où tout ce que nous avons découvert finit par se rejoindre. Qui a vraiment extrait et transporté ces pierres aux dimensions impossibles? Qui a gravé un nom sur une structure qui appartenait vraisemblablement à quelqu'un d'autre bien avant leur arrivée? Qui a bâti une construction presque identique à plus d'1 millier d'années d'intervalle et à des centaines de kilomètres de distance? Et pour qui ou pourquoi cet espace a-t-il vraiment été conçu quand rien dans ses proportions ne correspond à des êtres humains ordinaires? La structure est toujours là aujourd'hui, à moitié engloutie par les eaux, debout exactement là où elle se trouve depuis des millénaires, attendant patiemment. Et la vérité qui se cache derrière elle, quelle qu'elle soit réellement, est en train de manquer de temps, car la montée des eaux pourrait accomplir ce qu'un siècle de réponses commodes et assurées n'a jamais pu faire. Elle pourrait effacer définitivement les preuves avant que quiconque soit en mesure d'établir cette vérité avec certitude.